Stéphane Ravier, on va commencer en regardant ensemble les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord, la une de Ouest France. Un vent de panique souffle sur les bourses mondiales. Une chute historique des bourses en Asie, une clôture en forte baisse sur les marchés européens. Les investisseurs sont préoccupés par les répercussions économiques des droits de douane américains et des représailles de la Chine. La deuxième une, c'est celle du Progrès. Et ce dramatique fait divers hier, c'était à Vaux-en-Velin. Tué sur un point de deal à 19 ans, la guerre entre trafiquants de drogue a fait une nouvelle victime dans la région lyonnaise. En début d'après-midi, un jeune homme a été abattu sur un point de deal à 2 pas d'une école. Et puis la dernière une, c'est celle de la Marseillaise. Et cette question à Marseille, Toulon et Avignon, la fin des zones à forte exclusion instaurées pour lutter contre la pollution de l'air en interdisant les véhicules les plus anciens, les ZFE, zones à faible émission, sont dans le collimateur. Les députés vont trancher aujourd'hui. Quelle une choisissez-vous ? Alors, les 3 mériteraient qu'on s'y intéresse, mais je dirais que la deuxième, tuée sur un point de deal à 19 ans, vous avez présenté ça comme étant un fait divers. C'est un fait de société. Là, ça fait la une du Progrès. Vous savez, à Marseille, ça faisait la une il y a quelques années lorsque un dealer était abattu. Maintenant, ça fait 3 lignes en 4e page. C'est devenu tellement installé dans le paysage marseillais que on considère que ça ne mérite plus de tirer la sonnette d'alarme, sauf quand il y en a 2 ou 3 dans la même soirée. Alors là, il y a une petite agitation. Mais donc cela démontre que le trafic de drogue est un phénomène national. C'est plus simplement Marseille, plus simplement dans les quartiers nord. C'est vraiment un phénomène qui est en train de gangréner le pays. Et l'on n'a pas voulu écouter ceux qui tiraient la sonnette d'alarme, dont votre serviteur. Il y a une loi de lutte contre le narcotrafic qui a été votée au Sénat, qui a été votée à l'Assemblée, qui va être examinée par députés et sénateurs pour trouver un accord. C'est une bonne loi, selon vous ? C'est un bon début, c'est un bon début. Monsieur Retailleau, en particulier, fait preuve de bonne volonté, en tout cas dans le verbe et dans le texte. Faut-il encore avoir le courage de l'appliquer et s'en donner les moyens ? Il n'aura pas le courage de l'appliquer, selon vous ? C'est-à-dire qu'il ne voit pas l'éléphant dans le couloir. En tout cas, il refuse de le voir. Lorsqu'il est venu à Marseille, il y a quelques mois, sous le précédent gouvernement, eh bien, il était flanqué du ministre de la Justice socialiste à l'époque. Peut-être que c'est ça qui l'a empêché d'évoquer ce que les policiers marseillais mettent en avant, à savoir la responsabilité de la politique d'immigration dans ce phénomène. 50% des petites mains du trafic à Marseille, non seulement sont des étrangers, mais des clandestins. Je n'ai pas entendu M. Retailleau ce jour-là évoquer ce phénomène. Il n'a pas parlé d'immigration, il n'a donc pas parlé d'expulsion. Si vous ne vous attaquez pas à ce phénomène de premier plan, eh bien, vous n'en sortirez jamais. Donc, et là, le couple Darmanin-Retailleau, il n'affiche pas suffisamment de fermeté en matière de lutte contre le narcotrafic. Gérald Darmanin dit qu'il commence à vider la prison de Vendin-le-Vieil pour mettre les 100 plus gros trafiquants, ça, fin juillet. Il affiche. C'est de l'affichage, c'est du bavardage, c'est de la on est plus que dans l'affichage, une création d'une prison de haute sécurité pour réunir tous les narcotrafiquants, en tout cas les 100 plus gros narcotrafiquants. Non, encore une fois, il faut pas non plus voir seulement le verre à moitié vide, on pourrait observer le verre à moitié plein, mais sur ces 100 trafiquants, combien sont étrangers ou franco quelque chose? Moi, je souhaite qu'on s'attaque à la racine de ce mal, de ce trafic, de ce qui alimente en petites mains et même en grande ce trafic. Donc la politique d'immigration, elle n'est absolument pas abordée. On parle de les enfermer chez nous, on ne parle jamais de les expulser ensuite. C'est pourtant ce qu'il est urgent de faire. Encore faut-il pouvoir le faire. Encore faut-il avoir le courage de le faire, encore faut-il avoir la fermeté et plus simplement l'affichage et passer de la salive à l'action. Et que les pays acceptent de reprendre leurs ressortissants. Oui, mais là aussi, il faut faire preuve de fermeté. Je crois qu'on a quand même les moyens d'imposer aux pays d'origine des sanctions si nécessaire en matière d'accueil des étudiants, en matière de transfert d'argent, il y a en matière d'aide au développement dont on sait que c'est un véritable gouffre. Eh bien, il y a des moyens, je dirais, diplomatiques d'abord, mais avec fermeté. On va parler des droits de douane. Est-ce que selon vous, Donald Trump va trop loin ? Écoutez, Donald Trump, c'est quand même pas ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quand même pas une surprise. Ou alors, les responsables politiques nationaux et européens ne sont pas encore sortis de la campagne des élections présidentielles américaines et pensent que ça va être Kamala Harris qui va être élue.
Parce que c'est ça le problème. Nos gouvernants, nos gouvernements se sont auto-persuadés que c'est Mme Harris qui allait être élue et ils n'ont toujours pas pris en compte, le candidat redevenu président, Donald Trump, qui avait fait savoir pendant sa campagne, c'est pas nouveau, qu'il était favorable à l'établissement de droits de douane. Donc on est là. Mais il a raison de faire ça, selon vous ? Avec toute notre naïveté. Il a raison de le faire ? Il a raison de le faire, il a raison de défendre les intérêts de son pays. Moi, je ne reproche pas à Donald Trump. Même si ça attaque les nôtres ? Parce que là, ça attaque nos agriculteurs, nos viticulteurs, certaines de nos industries. C'est le commerce, chère madame. Le commerce, c'est une bataille, voire même une guerre. Mais vous qui êtes patriote, vous défendez pas plutôt nos agriculteurs et nos industriels ? Donald Trump protège son marché, il protège ses agriculteurs, il protège ses industriels. Comment le blâmer ? Moi, je blâme les responsables politiques français et européens qui n'ont pas voulu protéger leurs agriculteurs, leurs industriels. Lorsque nous parlions il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, de nouveaux protectionnismes, d'un protectionnisme intelligent, de rétablir certaines frontières économiques, ou en tout cas des droits de douane, de filtrer. On nous a accusés d'être des rétrogrades, d'être d'un autre siècle. Il fallait ouvrir en permanence. Nous avons voulu être les meilleurs élèves du libre-échange international. Les Américains, ce sont des libéraux à condition que ça n'attaque pas leur marché. Ce sont nationaux libéraux. Eh bien, il faut s'inspirer de la politique de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit riposter et mettre nous aussi des droits de douane élevés, ou est-ce qu'on doit négocier ? Alors qu'est-ce qu'on fait alors ? On fait rien ? Non, mais c'est une question. Est-ce que pour vous, il faut riposter ou il faut négocier ? Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes menacés, je dirais, dans les heures qui viennent. Il aurait fallu préparer bien en amont cette situation. Et puis, on apprend que l'Europe pourrait, c'est même pas sûr, pourrait prendre des mesures. Il va falloir se mettre d'accord maintenant dans l'urgence à 27. Alors qu'on voit que Donald Trump, dans son bureau ovale, est seul à prendre des décisions. Il faut rentrer dans un bras de fer. Donc, le temps que il aurait fallu réindustrialiser. Écoutez, on a bien mis en place l'exception culturelle, une sorte de protectionnisme en matière de culture. Ce que les cultureux, évidemment, ne rappellent jamais. Il y a une sorte de préférence nationale en matière de culture. Eh bien, il aurait fallu, et il faut mettre en place une exception agricole, une exception industrielle. Sinon, eh bien, nous serons condamnés, nous serons totalement balayés par les États-Unis et par les autres. Marine Le Pen, qui continue de contester sa condamnation en première instance pour détournement de fonds publics et maintient qu'il s'agit d'une décision politique. On va écouter ce qu'en dit l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, invitée hier soir d'LCP Assemblée nationale. Il est effectivement paradoxal d'avoir un parti politique qui ne cesse de réclamer plus de sévérité de la part de la justice, qui a plaidé pour une inéligibilité à vie pour les élus qui sont condamnés dans le cadre de leurs fonctions et qui, depuis une semaine, conteste les décisions de justice, s'en prend aux magistrats et remet en cause finalement les principes de notre État de droit. Donc c'est quelque chose de grave. Le principe même d'appeler à une manifestation et à une pétition contre des décisions de justice, on voit que les masques tombent. Elle n'a pas raison. La fermeté, c'est pour les autres, du côté du Rassemblement national. Madame Borne, c'est une socialiste, non ? Une socialiste. Que Madame Borne vienne faire la leçon dans ce domaine, elle qui est héritière d'un mouvement qui a été le plus corrompu de la Ve République et dont le chef de file, un certain François Mitterrand, avait fait voter une loi d'amnistie tellement certains représentants de son mouvement étaient corrompus jusqu'à l'os. Elle est macroniste, il faut quand même oser. Et on se demande comment va son ami M. Cahuzac. Bon, la réalité, c'est que Marine Le Pen est victime d'un procès politique. D'ailleurs, ça a été motivé par les juges. Quelles sont leurs motivations ? Marine Le Pen est anti-européenne, ou en tout cas anti-Commission européenne. Et Marine Le Pen, eh bien, elle risque d'accéder à la présidence de la République. Il faut l'en empêcher par tous les moyens. C'est ce qu'avait déclaré le syndicat de la magistrature, qui est un syndicat de gauche ouvertement militant, anti-Rassemblement national et anti-national. C'est ce qu'il avait d'ailleurs appelé à l'occasion des élections législatives de juin dernier, eh bien, à faire barrage au Rassemblement national par tous les moyens. C'est le tribunal révolutionnaire. Pour la justice, Marine Le Pen a fait travailler des assistants parlementaires européens au profit du Front National et du Rassemblement national. Vous faites bien de rappeler qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel et pas eu de détournement de fonds publics pour aller dans les
je veux dire, dans les poches des uns ou des autres. Ce qui est non, pas personnel, mais au profit du parti. Ce qui est reproché à Marine Le Pen, c'est le travail fourni par les collaborateurs parlementaires. Donc les collaborateurs, ils existent. Le travail, il a été effectué. C'est quel travail? Voilà. Quel est le travail qui a été effectué? Et pour qui ils travaillaient? Est-ce qu'ils travaillaient pour le Parlement européen ou est-ce qu'ils travaillaient pour le parti? Ils ont travaillé en faisant de la politique, pour leurs députés qui font de la politique. Eh bien, c'est ce que le tribunal révolutionnaire a jugé condamnable, tellement condamnable, c'est 4 ans de prison. 4 ans de prison. Vous massacrez une vieille dame dans la rue, vous prenez 6 mois avec sursis. Non mais c'est délirant. C'est vous qui le dites. Non mais il y a une telle disproportion entre la faute prétendue et la sanction que ça en devient évidemment la preuve d'une justice politisée. Vous étiez présent au rassemblement entre 7 et 10 000 personnes. Est-ce que c'est pas un échec? Écoutez, oui, il y aurait pu avoir plus de monde. Le premier beau dimanche ensoleillé à Paris, j'étais présent. Le message, en tout cas, est passé. Il y a quand même eu une mobilisation des militants, des cadres. Je pense que cette décision des adversaires du camp national va être, j'allais dire, contre-productive, parce qu'il y a, même s'il y avait, je sais pas, 6-7 000 personnes, c'est dans les isoloirs qu'il y aura du monde. C'est dans les urnes que les Sauf que dans les sondages, la majorité des Français ne s'oppose pas à cette décision, ne la trouve pas injuste. Parce que je pense qu'il manque d'informations. Je pense qu'il manque de discernement et que l'on fait passer Marine Le Pen dans cette situation pour une voleuse, pour quelqu'un qui a mis la main dans la caisse. Or, ce n'est absolument pas le cas. Vous pensez que les Français n'ont pas compris la réalité de la décision? Pardon? Vous pensez que les Français n'ont pas compris la réalité de la décision? Écoutez, il suffit d'écouter Madame Borne et ses amis pour être désinformés, pour que la réalité de ce dossier ne soit pas présentée telle qu'elle est. À partir de là, on pourrait penser qu'il s'agit d'une faute grave. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, encore une fois. Et s'il doit y avoir une sanction politique, ce n'est pas au juge à décider qui doit se présenter. Mais vous dites toujours que c'est pas une faute. C'est-à-dire qu'il y a quand même un détournement de l'argent du Parlement européen au profit du Front National. Pour vous, c'est pas une faute. C'est encore une fois, moi je ne suis pas au Rassemblement National, vous voyez, donc je dis en toute indépendance qu'il s'agit simplement d'une approche, je dirais, technique du travail fourni par les parlementaires. Et donc j'ajoute par leurs collaborateurs. Et j'ajoute que ce n'est pas à un juge, ou ni même à 3 juges, de décider qui doit être candidat ou pas à l'élection présidentielle. Il y a eu une sanction financière qui a été infligée à Marine Le Pen. S'il doit y avoir une sanction électorale, c'est aux électeurs à l'appliquer cette sanction, à ne plus voter pour Marine Le Pen, à estimer qu'elle a été victime d'une véritable chasse aux sorcieurs, et en lui apportant un soutien plus fort encore. Donc la peine d'inéligibilité ne doit plus exister selon vous? La peine d'inéligibilité. Il ne doit plus y avoir de sanction d'inéligibilité si on vous écoute. Je suis assez favorable à ce que mes chers collègues, nous nous réunissions pour que, effectivement, le politique reprenne le pouvoir dans ce pays. Donc vous, c'est même plus supprimer l'exécution provisoire, c'est aller au-delà, c'est carrément supprimer les peines d'inéligibilité. Oui, je pense que l'inéligibilité, que la peine de mort politique, c'est encore une fois complètement disproportionné. Il y a eu, pas un précédent, mais un cas qui n'est pas tout à fait similaire. Hubert Falco, le maire de Toulon, qui, lui, avait allé au conseil départemental et oublié de payer les factures de ses déjeuners, je crois de son pressing pendant des années. Bon, là, c'est une sorte de détournement de fonds. Bon, Donc là, il faut inéligibilité et exécution provisoire. Il a remboursé, il a payé l'amende. Hubert Falco, c'est un adversaire du camp national. Eh bien, je lui reconnais qu'une exagération, que la peine de mort politique qu'il a subie est une exagération. C'est complètement disproportionné. Voilà. Je ne vois pas pourquoi les politiques, parce que personnellement, si je ne fais pas mon boulot, les électeurs me sanctionneront. Si vous ne faites pas votre boulot, j'imagine que le président de cette chaîne vous congédiera. Eh bien, il y a une seule catégorie de gens dans ce pays qui n'ont aucune sanction, qui appliquent, lorsqu'ils le souhaitent, une décision politique. Ce sont les juges. Les juges, eux, ils sont toujours au-dessus de tout, au-dessus de toute sanction. Eh bien, moi, je pense qu'il faut leur retirer ce moyen qui est le leur encore aujourd'hui, que de mettre à mort des politiques qui, souvent, ne le méritent pas.
On va parler des municipales, elles auront lieu dans moins d'1 an, mais quel sera le mode de scrutin dans votre ville à Marseille? Une proposition de loi pour le modifier ainsi qu'à Paris et à Lyon est examinée aujourd'hui à l'Assemblée. On voit ça avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et Audrey, les députés examinent donc ce soir une proposition de loi pour réformer le mode de scrutin à Paris, Lyon, Marseille. De quoi s'agit-il? Il s'agit de réformer la loi PLM pour Paris, Lyon, Marseille. Depuis 1983, dans ces 3 métropoles, on ne vote pas comme dans le reste des 36 000 communes de France. Dans ces 3 villes, les électeurs votent pour des conseillers d'arrondissement ou de secteur. Parmi ces élus, certains sont envoyés au conseil municipal central et ce sont eux qui élisent le ou la maire. Alors comment on détermine qui est envoyé? D'abord, selon la démographie de l'arrondissement. Plus il est peuplé, plus on envoie de conseillers. Mais il y a aussi une prime à la liste arrivée en tête dans chaque arrondissement. Je vous donne un exemple, 100 conseillers, s'il y a 100 conseillers, c'est beaucoup, mais c'est pour vous donner un exemple. La liste arrivée en tête, elle en obtient 50 d'office minimum, même si elle n'a eu que 2 points d'avance sur la liste suivante. C'est un peu comme le principe des swing states aux États-Unis. Arriver en tête permet de remporter la majorité de l'arrondissement. À l'origine, ça a été créé officiellement pour décentraliser l'action publique, même si d'autres avancent que ça a été plutôt fait à l'époque par le ministre de l'Intérieur socialiste Gaston Defferre pour qu'il puisse s'emparer de la ville de Marseille, ce qu'il a réussi à faire, entre parenthèses. Quoi qu'il en soit, cette loi elle a des effets de bord. On peut être élu maire même avec moins de voix que son opposant. Et quand on est dans un plus petit arrondissement ou plus petit secteur, eh bien on est moins bien représenté. C'est pour cela que l'exécutif a voulu changer ce mode de scrutin. On écoute. La seule chose que je veux pour Paris, c'est qu'un électeur puisse avoir les mêmes droits et compter autant à Paris qu'à Amiens, à Besançon ou ailleurs. Et donc que le gouvernement et le Parlement puissent décider d'une réforme en profondeur de la loi Paris-Lyon-Marseille pour revenir au droit commun. Dans les faits, si cette loi est adoptée, il y aura 2 urnes dans ces villes, une pour élire les conseillers d'arrondissement, une autre pour les conseillers municipaux, et ce, dès 2026. Autre réforme, la prime à la liste dont je vous ai parlé passerait de 50% à 25%, Oriane. Et c'est une idée qui divise. Oui, ceux qui veulent la réforme et ceux qui sont contre s'accusent les uns les autres de tripatouillage électoral. Il y a même des dissensions au sein des partis. Chez les socialistes, Anne Hidalgo est vent debout contre une réforme qu'elle juge taillée pour la droite parisienne. Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, lui, n'y est pas opposé. Quoi qu'il en soit, au Sénat, la réforme est loin de faire l'unanimité. Beaucoup estiment qu'il est bien trop tard pour changer le mode de scrutin à moins d'1 an de l'élection. Monsieur Ravier, finalement, qu'est-ce que vous en pensez de cette révision de la loi PLM? Est-ce que c'est du tripatouillage électoral? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et moi, je me souviens que le scrutin des élections, encore appelé cantonal, devenu départemental, une particularité de ce mode de scrutin avait été modifié le 30 décembre, je crois, qui précédait l'élection. Quelques semaines, quelques mois plus tard. Donc vous voyez qu'on n'en est pas encore tout à fait là. Et effectivement, c'est bien le ministre de l'Intérieur Defferre qui nous a taillé cette loi pour faire en sorte que le maire de Marseille, Gaston Defferre, conserve sa ville. Alors chez nous, il y a encore une particularité. Il y a des mairies par arrondissement à Paris et à Lyon, et c'est les mairies de secteur à Marseille, c'est-à-dire des groupes de 2 arrondissements. Vous voyez que Gaston, sacré Gaston, a fait un découpage maison. Bon, eh bien moi je suis tout à fait favorable à ce que les Marseillais, les Lyonnais, les Parisiens élisent directement leur maire, parce que le tripatouillage, les magouilles, c'est entre le 2e et le 3e tour. Et on l'a parfaitement subi à Marseille en 2020. Donc c'est au moment où le conseil municipal élit le maire, selon vous. Lorsque les conseillers municipaux se réunissent, nous sommes 101 à Marseille. Eh bien, Mme Galli et ses quelques élus ont passé la journée, vous en souvenez peut-être, la fumée blanche ne sortait pas du conseil municipal. On attendait l'élection du maire et pourtant ça ne venait pas alors que ça aurait dû être une formalité pour la gauche. Eh bien, Mme Galli a passé sa journée à aller du bureau de M. Payan, de Mme Rubirola, et aller dans les bureaux de ce qui aurait pu devenir ses nouveaux amis de droite pour monnayer ses voix. Nous avions quitté le conseil municipal pour ne pas nous mêler à ce tripatouillage, à cette insulte faite aux électeurs. Donc il faut clarifier la situation. Ça me semble être le meilleur moyen, même si, encore une fois, il y a une particularité marseillaise. Comme je vous le disais, pourquoi cette réforme ne prévoit-elle pas à Marseille une mairie par arrondissement? Et puis 2 urnes. Déjà qu'à Marseille,
Alors là, c'est pas du tripatouillage, mais le bourrage d'urne et la magouille ce jour-là, le jour des votes, est une véritable tradition. Et moi, je suis un homme de tradition, mais celle-là, je m'en passerai bien. Je l'ai subi à l'occasion des dernières élections municipales. J'avais porté l'affaire au tribunal administratif. Et le tribunal administratif a reconnu, j'ai perdu de 390 voix, a reconnu que 150 signatures étaient le résultat d'un bourrage d'urne. Bon, bref. Donc, 2 urnes, c'est pas fait pour sécuriser le vote. Et j'ai bien peur que ça ne convainc pas totalement les Marseillais. Mais sur la forme, je suis plutôt favorable. Et on continue à parler des municipales à Marseille. Guilhem Ricavi va nous rejoindre. Bonjour Guilhem, merci beaucoup d'être avec nous, directeur éditorial de Var Matin. On va évoquer avec vous les municipales à Marseille, Guilhem. Si on vous entend, Guilhem, visiblement, on a un petit problème de connexion. Est-ce que vous nous entendez? Non, j'entends plus Oriane. Non. Ah, vous nous entendez, Guilhem, ou pas? J'entends Oriane. Bon, eh ben on va... Oui, tout à fait. Allez-y, c'est parti, vous aviez une question. Oui, j'avais une question. Bonjour Stéphane Ravier. Vous avez longtemps été, Stéphane Ravier, la figure du Rassemblement national à Marseille. Vous êtes sans doute l'élu de ce parti qui était le plus connu à Marseille et dans la région. Est-ce que vous n'allez pas payer au prix cher lors des prochaines municipales votre infidélité en quelque sorte en ayant rejoint pendant 2 ans le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour? Est-ce qu'aujourd'hui un retour en grâce au sein du Rassemblement national vous semble possible pour porter une liste au municipal à Marseille? Cher Guilhem, vous disiez que j'étais la figure représentative du Rassemblement national. Même si je ne suis plus au Rassemblement national, je reste la figure la plus reconnue par les Marseillais, si l'on en croit le dernier sondage de notoriété. Pour 33% des Marseillais, eh bien, je suis le candidat de droite le plus à même de diriger cette ville. Loin devant le candidat potentiel du Rassemblement national. Je crois que les Marseillais reconnaissent en moi, pas seulement un homme de parti, j'ai créé mon propre parti, le Marseille d'abord, qui compte des élus, des militants, des soutiens nombreux, des réseaux à Marseille. Mais ce qu'ils reconnaissent en votre serviteur, c'est justement quelqu'un qui les sert au quotidien, qui sert Marseille, qui est sur le terrain. Alors aujourd'hui, je suis ici au Sénat pour défendre Marseille, les Bouches-du-Rhône, mais j'étais encore hier dans le 11e arrondissement, dans le village des Acates, où monsieur Payan, le maire de Marseille, qui nous dit que Marseille doit être plus verte, eh bien s'apprête à saccager une zone verte pour y construire 65 logements, dont 30% de logements sociaux. Monsieur Payan qui communique beaucoup sur la sécurité, en nous faisant savoir qu'il recrute des policiers municipaux, mais les Marseillais ne se sont jamais sentis autant en insécurité. Monsieur Payan qui nous dit que Marseille doit être plus juste, mais qui est dans le délire fiscal, un véritable braquage fiscal permanent, qui est un artisan non seulement d'une immigration complètement débridée, mais d'une islamisation. Il ne se passe pas une semaine sans que monsieur Payan nous annonce la construction d'une nouvelle mosquée. Donc la réalité, c'est que les Marseillais me reconnaissent ce combat quotidien face à une gauche qui est en train de tuer la ville, de la tuer sur le plan identitaire, sécuritaire et fiscal et économique. Il a une autre question sur la droite, sur les droites, Guilhem. Moi, je suis celui qui est le plus reconnu dans le camp, je dirais, de la droite, dans le sens large du terme, pas seulement... C'est large jusqu'où, le camp de la droite? C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne à droite. Monsieur Muselier, lui, a rejoint la Macronie de façon tout à fait officielle. Et Madame Vassal, la présidente du conseil départemental et de la métropole, nous dit qu'elle est de divers droites. Or, elle est plutôt d'une droite à la dérive. Elle a appelé à voter Emmanuel Macron dès le premier tour. Donc c'est-à-dire que vous voulez aussi représenter les LR, vous? Le seul qui se présente comme étant un candidat de droite, mais ça va national, LR populaire... Ça va de Reconquête à Rennes, le LR, votre droite? Moi, j'ai toujours les amis chez Reconquête, j'ai des amis au Rassemblement national, ils constituent les membres actifs de mon mouvement. Et je dis, encore une fois, je répète au Rassemblement... Mais est-ce que vous tendez la main au RN? Est-ce que vous tendez la main à Franck Alizio? Que je tends la main. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, Franck Alizio? Il réfléchit, je pense qu'il doit... À une candidature commune avec vous?
Une liste moi, je lui dis qu'une division, ça ne fait que rarement le résultat d'une addition. Et que ma notoriété, mais pas seulement ma notoriété en tant que personne, mais en tant qu'acteur de l'action à Marseille. Je crois que nous avons pu démontrer à la mairie de secteur, même si nous n'avons pas pu la conserver, nous avons fait plus de 49% seuls face à l'ensemble du système et face à la fraude et au clientélisme. Donc, en tout cas, nous avons pu démontrer que nous étions des gens sérieux, que j'étais un maire sérieux, que j'avais une équipe et qu'elle est prête à rempiler au sein d'un rassemblement marseillais. Mais vraiment, un rassemblement marseillais auquel je souhaite participer parce que je n'ai qu'un seul but, qu'un seul objectif, servir ma ville, empêcher cette gauche et cette ultra-gauche de la conserver avec la France insoumise qui est extrêmement menaçante. Moi, je n'ai pas envie que le drapeau du Hamas et du Hezbollah flotte sur le fronton de la ville de Marseille. Donc Vous exagérez pas un peu là, Stéphane Ravier. Écoutez, il suffit d'écouter M. Delogu. Pour M. Delogu, vous savez, le Hamas est un mouvement de résistance. Donc la réalité, c'est celle-là. Donc il faut s'unir. Il faut s'unir dans l'intérêt des Marseillais. Quels que furent les mots des uns et des autres il y a des années, la réalité d'aujourd'hui veut que l'on soit intelligent pour Marseille, pour les Marseillais, parce que c'est une question vitale pour Marseille. Très rapidement, Guilhem. Oui, moi je travaille dans un département, le Var, et c'est le cas dans les Alpes-Maritimes, où le Rassemblement national parle avec la droite républicaine. Est-ce qu'à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, un dialogue est possible entre les LR et le Rassemblement national, ou en tout cas, plus largement, l'extrême droite? Est-ce que vous appelez de vos voeux, justement, un rapprochement entre les Républicains et le Rassemblement national, pour pourquoi pas mener campagne commune pour les municipales? Et très vite, Stéphane Ravier. Rassemblement de tous les Marseillais de bonne volonté, qui n'en peuvent plus de cette gauche et qui ne veulent pas de l'ultra-gauche à Marseille, qui veulent retrouver une Marseille marseillaise, provençale, française, où l'on peut vivre en sécurité et fier de son identité. Merci beaucoup. À tout cela. Merci, on a compris le message. Merci Stéphane Ravier, merci Guilhem d'avoir été avec nous. On accueille tout de suite Vincent Jeanbrun.